respecte une distance de 1m40. On met une distance de 1m40. Il faut respecter l'alignement, c'est pour ça qu'on a mis des fourchettes. Fait les alignements pour placer les poteaux dessus. Après on va tracer aussi les poteaux pour scier. J'ai choisi cette formation parce que j'aime bien la construction. Puis il y a tout dans ce métier. On a fait de l'électricité avec de la maçonnerie. Puis du carrelage, on a fait un peu de tout. Les élèves, ils étaient très demandeurs de chantiers en dehors de l'établissement. En faisant des chantiers réels, ça reste et c'est vu de tout le monde. Et eux se sentent vraiment valorisés par rapport à ça. On vit ici depuis 2-3 ans dans ce logement et avec le propriétaire, M. Winitem, on a un petit peu cherché comment on pouvait refaire notre abri-jardin. Et de bouche à oreille, ça s'est arrivé. Et puis on a découvert qu'il y avait une classe au lycée qui était prête à nous aider à faire les travaux. On arrive à recevoir dans nos formations des élèves d'UVA et de Marais. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Ils allaient tous sur Nouméa. On a des élèves qui viennent de la Grande Terre, qui reviennent sur leur terre natale. J'aime bien rester aussi, ça les fous. Pour essayer de trouver du travail. Je serai obligé d'aller à Nouméa pour faire un bac pro. Jackson est originaire de Kwawa et travaille sur le site de la SLN depuis 8 ans. Pour lui, ces incendies à répétition sur la Serpentine ces 3 dernières années deviennent pénibles, surtout quand lui et ses collègues veulent préserver leur outil de travail. Ça fait un coup, quoi, parce que tu ne sais pas si demain tu auras encore un travail, vu que là, moi, je travaille à la SLN. Je ne sais pas si demain, qu'est-ce qu'ils vont décider. Bon, mais on essaie de faire notre possible en tant qu'agent de la SLN aussi, de défendre notre outil de travail. Notre outil de travail ici, comme dernièrement, pendant le confinement, on a montré qu'on veut essayer de préserver notre travail ici sur Kwawa. On s'est mobilisé un peu sur le bord de mer pour essayer de charger un peu des bateaux. Jackson est le seul à ramener un salaire à la maison. Si demain la SLN serait amenée à mettre la clé sous la porte, là, je sais pas parce que moi j'ai un petit garçon qui fait l'école ici à Faja. Et ma compagne est sur Wailou, mais là je sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider. Qu'est-ce qu'ils vont décider pour nous, les employés de la SLN ici, qui dépendent de la SLN ici à Kwawa. Bon, on va dire qu'on peut vivre encore à la tribu. C'est vrai, il y a les modes de vie à nous à la tribu, mais voilà, si tu veux répondre à tes charges sur la banque et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Mais en tous les cas, d'ici une semaine, on attend leur réponse, leur décision qu'ils vont prendre. Comme Jackson, plusieurs de ses collègues sont également dans l'attente, à savoir que les travaux de réfection sur les 250 mètres de la Serpentine, partis en fumée dans la nuit de samedi à dimanche dernier, n'ont toujours pas débuté. Le compte à rebours est lancé. Valley et New Century disposent de 60 jours pour trouver un accord. Il ne s'agit pas d'arrêter un prix de vente, bien au contraire. Valley NC va devoir faire des efforts pour achever de convaincre le junior australien d'investir et de supporter le déficit de l'usine du Sud. Il y a beaucoup d'investissements à faire, c'est ça, de prendre la responsabilité d'un site comme ça, c'est s'engager à investir 10 milliards au moins par an dans l'outil industriel. Lucie, c'est 40 milliards, c'est près de 3000 emplois directs entre nous et les sous-traitants. Donc c'est beaucoup de responsabilités sociales, environnementales, industrielles. L'usine ne pourra plus se permettre d'être déficitaire. Pour équilibrer ses comptes, Valley NC s'engage à réduire ses coûts de 20% grâce à la fermeture de la raffinerie, mais aussi via la renégociation de ses contrats et à un plan social qui a mené au licenciement de 50 personnes. 20 sont encore à attendre selon le PDG. L'export de saprolite devrait participer également à rééquilibrer au plus vite les comptes de l'usine. Le repreneur pourrait-il se désengager si l'export n'était pas autorisé ? Vraiment, je pense que ça ne se pose pas dans des termes de
voyez, de pression, de rapport de force ou de chantage. J'ose espérer que ça ne soit même pas le sujet. J'ai dit que ça représentait 10% de notre chiffre d'affaires, donc je veux relativiser aussi et dédramatiser surtout. Et puis j'ai dit que j'étais favorable, et d'ailleurs comme la profession, à un concept de redevance sur les exports, pour que les finances publiques s'y retrouvent. Je pense que si on est mesuré et si on explique bien, là aussi la raison devrait l'emporter. Valencia espère achever la cession de l'usine d'ici fin juillet. Dans la Charte des Nations Unies, la définition d'un territoire non autonome renvoie à un territoire dont les habitants n'ont pas encore pleinement acquis l'autonomie. En 1946, 8 États membres des Nations Unies ont identifié 72 territoires non autonomes tombant sous leur administration et les ont placés sur une liste de l'ONU. Les pays administrant des territoires non autonomes sont appelés des puissances administrantes. Au fil des années et à la suite du déclenchement du processus de décolonisation, la plupart de ces territoires furent retirés de la liste. Mais le processus ne se fait pas d'une façon brutale et radicale. Un chapitre de la Charte des Nations Unies stipule que les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. C'est-à-dire qu'ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité dans le domaine politique, économique, social et éducatif. Ils s'engagent également à les aider à développer des institutions politiques autonomes et démocratiques. Les puissances administrantes ont l'obligation de communiquer régulièrement au secrétaire général des Nations Unies l'avancée de ces travaux. De 1960 à 2002, 54 territoires ont accédé à l'autonomie. À l'heure actuelle, il reste dans le monde 17 territoires non autonomes, dont la Nouvelle-Calédonie. Né en 1960 d'un père kanak, Hippolyte, qui exerçait le métier de tailleur, et d'une mère métropolitaine, Jacqueline de la Fontinelle, spécialiste du hadjeu, Emmanuel est l'aîné de 3 enfants. Il grandit dans la cité de Moravel, à Nouméa. Passionné depuis petit de préhistoire et d'archéologie, Emmanuel participe à de nombreux chantiers de fouilles, notamment aux côtés de José Garanger, un archéologue océaniste. Diplômé en langue et civilisation océanienne, il devient à son tour archéologue et historien de l'art. C'est en pleine période des événements au pays qu'Emmanuel prend la direction du musée de la Nouvelle-Calédonie. Il est alors âgé de 25 ans. Il y reste pendant une dizaine d'années. En 1998, l'homme de Wailou participe au grand projet du Centre culturel Tchibaou, où il exerce tout d'abord la fonction de directeur de la culture, puis directeur général. 17 ans après, Emmanuel Casarerou s'envole pour l'Hexagone pour de nouvelles fonctions. Il est chargé de mission pour l'outre-mer. Depuis 2014, il devient directeur adjoint du département du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly Jacques Chirac. De 2013 à 2014, le conservateur organise avec Roger Boulet, son ami ethnologue, l'exposition Kanak, l'art est une parole, qui regroupe plus de 300 objets kanak dispersés dans le monde. L'exposition sera ensuite présentée au Centre culturel Tchibaou. Le 27 mai, à 60 ans, Emmanuel Casarerou prend les rênes du Grand Musée du Quai Branly Jacques Chirac, une première pour un ultramarin.